Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et ça me fait énormément plaisir de vous retrouver encore ce vendredi, un vendredi supplémentaire pour vous livrer un épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 196 aujourd'hui, la barre des 200 se rapproche à grands pas, avec de mon côté une période de 15 jours de vacances qui arrive à point nommé. J'ai bien cavalé tout l'été depuis cette blessure contractée au retour d'un voyage en Crète au mois de mai. Juin était amorcé comme une remise en condition. Juillet, août, septembre ont été très denses sur le plan sportif, concrétisés par 2 courses, celle des 20 km de Paris. Vous disposerez d'une petite capsule, je vais revenir dessus, mais il s'est greffé une course supplémentaire du côté d'Orléans dimanche dernier où j'ai réalisé un 10 km, le plus rapide jamais couru, et c'est un motif de satisfaction sur lesquels je voulais revenir à l'occasion d'un petit épisode bonus qui sera donc doublé de ce débrief des 20 km de Paris. Vous aurez un petit épisode supplémentaire à écouter sur la préparation mais également la réalisation de ces 2 courses sur lesquelles, je dois l'avouer, j'ai pris énormément de plaisir à courir. Si on met de côté la performance qui reste relative à nos capacités et à ce que je suis en mesure de faire, je suis satisfait, bien évidemment, et je retracerai tout ce cheminement, toutes ces séances que j'ai pu effectuer, parfois difficiles, parfois dans le doute, mais aujourd'hui, j'arrive à une fin de cycle et il va me falloir rebondir derrière, et c'est en cela que je me questionne et sur lequel j'avais quelques enseignements, quelques pistes à vous proposer, donc ça fera l'objet d'un petit épisode complémentaire. Pour l'épisode du jour, mon invité dispose d'un parcours quelque peu atypique. Sportive depuis sa jeunesse, Nouchka a débuté sur l'eau en pratiquant l'aviron. Elle dispose de belles qualités physiques et elle gravit à coups de rame les échelons pour venir tutoyer le haut niveau. Véritable révélateur, l'adolescence va la faire plonger dans la mélancolie mais également dans l'anorexie. Elle perd alors pied et ses ambitions sportives, notamment en aviron, s'envolent. Alors durant son traitement, elle va lutter pour se reconstruire, pour prendre du poids et apprécier cette nourriture qui lui aura fait tant de mal. Au sortir de cette période troublée, elle se lance dans une formation en nutrition et en diététique. Elle souhaite transmettre ses connaissances, endossant rapidement le rôle de formatrice et d'enseignante. Elle fait, par la même occasion, la découverte de la course à pied lors d'un défi marathon. Elle va très rapidement délaisser le macadam puisqu'elle aime désormais, vivant en Haute-Savoie, s'évader sur des grands espaces et prendre part à des trails, voire même des ultra-trails très prochainement. Alors à travers cet épisode, Nouchka revient sur cette période de son adolescence sur laquelle elle s'appuie aujourd'hui pour croquer définitivement la vie. Durant notre échange, Nouchka nous apportera sa vision de la nutrition, comment elle met en place l'accompagnement des sportifs qui viennent la solliciter. Je vous invite à bien rester à l'écoute jusqu'à la fin de l'épisode, car avec Nouchka, nous vous réservons une petite annonce. Et il est temps pour moi de vous laisser profiter de cette interview avec Nouchka Simic, de l'anorexie à la nutrition des sportifs. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Nouchka, sois la bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes. On va parler d'un sujet qui passionne les auditeurs, à savoir la nutrition. Mais avant cela, je vais te laisser te présenter et savoir comment tu vas en ce début du mois d'octobre. Salut Seb, écoute, je suis très contente d'être là pour ce premier podcast ensemble. Moi, pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Nouchka Simic, je suis diététicienne du sport et formatrice en nutrition sportive. Et puis à côté, je suis pas mal sportive. Je fais surtout des sports d'endurance, mais pas mal de sports. Je touche un petit peu à plein de trucs. Et voilà pour la présentation très brève. Dans quelle région te situes-tu actuellement ? Est-ce que tu es dans les plaines ou plutôt dans les montagnes ?
Je suis à la montagne, je suis en Haute-Savoie, d'où le fait que j'ai développé un petit peu la passion du trail, parce que j'en faisais pas du tout avant. Moi, à la base, je faisais du triathlon pendant 3-4 ans. Et j'ai découvert le trail alors que j'aimais pas du tout ça à l'époque. Alors, j'habitais en Lorraine, donc autant dire que les montagnes, il n'y en avait pas trop. Et puis, j'ai déménagé en Haute-Savoie il y a à peu près 2 ans maintenant. Et je suis vraiment tombée amoureuse du trail. Et c'est pour ça que je m'y suis mise. Donc voilà, l'amour de la montagne, du ski, du trail, de la rando, du parapente aussi. Je fais du parapente depuis 1 an et demi maintenant. Donc tout ça, ça a participé à me faire aimer un peu les sports outdoor, quoi. Donc tu as pas de quoi t'ennuyer, c'est-à-dire que quelle que soit la saison, sur les skis, sur les sentiers ou dans les airs, tu as de quoi t'amuser. Tout à fait. Et parfois, c'est frustrant de pas pouvoir tout faire. On va revenir un petit peu plus en arrière sur ton enfance. Est-ce que tu étais déjà aussi sportive et aussi prise à droite à gauche que tu ne l'es aujourd'hui par tous ces sports que tu pratiques? J'ai toujours fait du sport. À ma connaissance, depuis que je suis petite, mes parents me disaient, voilà, tu fais ce que tu veux, tu fais le sport que tu veux, mais tu t'inscris et puis tu tiens toute l'année, quoi. Et puis si l'année prochaine t'aimes pas, t'as le droit de changer. Donc j'ai fait un petit peu de tout, hein. J'ai fait du basket forcément parce que je suis grande. J'ai fait du judo, j'ai fait du skate. Et puis à 10 ans, 10-11 ans, en sixième, on a fait une journée découverte à l'Aviron. Et j'ai été un peu un peu repérée là-dedans justement par ma taille parce que c'est un sport de grand et du coup je me suis mis à l'aviron et ça m'a pas quitté pendant une dizaine d'années. Alors qu'est-ce que tu as trouvé comme plaisir dans cet effort de l'aviron? Parce que moi, quand on me met sur un rameur, tu vois, à la salle de sport, j'en fais 5 minutes et j'en ai déjà assez. Là, quel était finalement ce plaisir en aviron? Parce que sortir l'hiver sur des rivières qui sont relativement fraîches, ça doit pas être forcément très très facile et il faut un bon mental. C'était vraiment le fait de me retrouver avec mes copines à l'époque, c'était ça, c'était un sport de groupe quand t'es jeune, donc quand t'es minime cadet en général, dans ton bateau t'es plusieurs, et donc c'était vraiment ça, c'était mon moment où je me retrouvais avec mes copines, on faisait un truc qu'on aimait bien ensemble. Et oui, le rameur en intérieur, c'était la partie qu'on n'aimait pas trop, mais on était bien obligés parce que ça faisait partie notamment des tests hivernaux. Et donc, on était tous obligés d'y passer un petit peu. Et je te l'accorde, des fois, l'hiver, quand il fait froid, qu'il pleut, qu'il neige, et t'y vas quand même. Mais bon, j'avais quand même cette motivation de vouloir progresser, être meilleur, performer dans ce sport-là. Donc, ça me dérangeait pas du tout. Jusqu'à quel niveau tu as évolué? Tu disais, je veux être meilleure, je veux être performante. Ça t'a conduit vers les sommets? Alors, je dirais que c'est ce que je voulais. J'ai été jusqu'en équipe de Lorraine, et puis après, j'ai pas été sélectionnée en équipe de France, tout simplement parce que j'ai pas trouvé les clés à un moment donné dans ma vie pour, alors comment dire ça, pour pouvoir mettre tout en place et performer, parce que il y a eu une période où en fait, dès mon adolescence, j'étais pas forcément très bien. Et alors ça, je te dis ça, j'ai fait vraiment une introspection au fil des années, hein, mais ça a été une période très douloureuse pour moi parce que justement c'était mon rêve, hein, d'aller en équipe de France, d'aller au championnat du monde et je m'y voyais. Et en fait, je pense que j'ai eu cette pression depuis petite quand on m'a entre guillemets repérée. On m'a dit bah toi tu feras des grandes choses en aviron, quoi. Et moi, le fait est que j'étais pas forcément bien dans ma tête, dans ma vie. Et puis l'aviron, c'était très paradoxal parce que c'était ce qui me faisait tenir en même temps dans ma vie. Et puis ce qui me détruisait parce que quand je suis arrivée en âge où j'étais vraiment dans l'âge de faire quelque chose et de faire une carrière, et ben j'ai pas réussi à mettre tout en place pour le faire. Donc j'ai été jusqu'au niveau national, mais pas international. Et c'est à cette période-là, tu l'as dit, hein, au niveau de l'adolescence, où des choses se sont mises en place, peut-être sur le physique, sur le mental, où tu as décroché un petit peu avec la nutrition. Cet aspect de l'assiette pouvait t'éloigner complètement parce qu'il y avait peut-être un trouble. On parle d'anorexie, c'est ce terme-là, hein, que tu peux Ouais, employer. ouais, tout à fait. Alors l'anorexie, ça, c'est venu. Je pense qu'on a mis un mot dessus. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Ce qui est entre guillemets marrant, c'est qu'avant ça, j'en avais rien à faire de l'alimentation. Même mon coach me disait, mais après l'entraînement à 16 heures, mais mange une banane, arrête d'aller t'acheter des M&M's, quoi. Je me souviens, même quand on devait aller faire le footing l'hiver,
on allait au supermarché et puis en fait on n'allait pas courir, on allait s'acheter un paquet de M&M's. Bon, ça on avait 13 ans quoi, tu vois. Mais juste pour dire que la nutrition, alors bien avant cette phase justement de troubles du comportement alimentaire et puis là où j'en suis aujourd'hui, où j'en fais aujourd'hui mon métier, bah c'était un petit peu décousu quoi. Je pense qu'à l'âge là, je dirais pas qu'on s'en fiche un petit peu, mais presque parce qu'on n'a pas vraiment l'âge de s'intéresser à l'aspect nutrition performance et parce que bah ça commence à changer et dans le sport on commence à évoluer un petit peu là-dessus, mais à l'époque si tu voulais performer, il fallait pratiquer ton sport et puis entre guillemets ça s'arrêtait là quoi. Je dis à l'époque comme c'était il y a 30 ans, c'était il y a 10 ans, mais tu m'entends dans ce que je veux dire quoi. Donc voilà, à partir de 7-17 ans, alors je dirais que même avant ça, j'étais pas très bien. Est-ce que j'ai déjà été bien dans ma vie à un moment donné quand j'étais jeune? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ça va parfaitement bien depuis quelques années, mais je pense que j'ai toujours été malheureuse et un peu mélancolique. Je me sentais pas à ma place. Et à partir de 16-17 ans, ça s'est manifesté par l'anorexie. Avant ça, ça a été de bien d'autres façons. Et puis là, c'était ça. Je me souviens que ma première saison junior, je crois, alors ça a peut-être participé au fait que du coup, j'ai pas réussi à performer comme je voulais, hein. J'ai perdu 15 kilos en quelques mois. Donc mes coéquipières se demandaient un petit peu ce qui se passait, mais je continue à m'entraîner, je continue à y aller. Et puis là, c'est triste parce que le sport est devenu une façon de m'enfoncer un petit peu plus plutôt qu'un échappatoire finalement. Par rapport à cette perte de poids relativement importante, est-ce que tu as vu, toi, de ton côté, des signaux qui pouvaient être alarmants ou c'est vraiment de l'extérieur, tes camarades, ton entraîneur, tes parents, qui ont pu à un moment donné dire là, il se passe quelque chose et on n'est plus dans quelque chose de normal, on n'est plus dans une relation avec l'alimentation très saine? Moi, je le savais, hein, je savais très bien ce que je faisais. Je voulais m'effacer, je voulais mourir, quoi. C'était ça, hein, c'était ma raison en fait de plonger dans l'anorexie. C'était, je voulais m'effacer. Euh, je me faisais beaucoup vomir en plus de ça, et je crois qu'il y a un moment où, au bout de quelques mois, j'en pouvais plus, et j'ai été voir ma mère et je lui ai dit, je crois que je suis malade, quoi. Je crois que j'ai un problème vraiment avec moi-même, avec l'alimentation, et je crois vraiment que ça va pas. Et donc j'ai été vers elle. Et elle a été un peu abasourdie parce que elle m'a dit, je pensais juste que tu voulais faire comme ta grande sœur, parce que ma grande sœur faisait vachement de fitness, elle a 9 ans de plus que moi, et voilà, elle avait 25 ans, elle se mettait à la muscu, machin. Elle m'a dit, je pensais que tu voulais faire comme elle, quoi, que tu t'étais juste dit, bon, bah, j'arrête de manger un peu n'importe quoi, puisque je mangeais n'importe quoi, et puis que tu voulais faire comme elle. Mais elle m'a dit, c'est vrai que ça me préoccupe un peu, t'as perdu quand même pas mal de poids. Après le repas, bah, je m'enfermais dans les toilettes. Donc, je pense que c'est là qu'on a mis un premier mot dessus, quoi. Par rapport donc à cette activité sportive, cette activité physique que tu réalisais à haute dose, hein, avec cette pratique de l'aviron, tu arrivais quand même à des niveaux de performance qui étaient corrects pour te maintenir dans l'équipe, même si tu le dis, ça t'a sans doute empêché de passer un palier et d'aller vers ce chemin que tu espérais, on va dire. Oui, bah j'ai pas rencontré de problème physique. Alors c'est venu un petit peu plus tard. J'ai perdu mes règles pendant 3-4 ans. Même quand je suis revenue à poids entre guillemets de forme, j'avais toujours pas mes règles. Euh, D'un point de vue cardiaque, je pense qu'on a été à la limite quand même. J'étais un petit peu en hypokaliémie à force de me faire vomir. Pareil au niveau fer, vitamine B12, bah j'avais tellement d'ulcères qu'en fait j'assimilais plus les nutriments. Donc c'est après en fait que c'est venu. Limite c'était pire quand j'ai commencé à aller mieux. Et c'est souvent, alors entre guillemets souvent le cas dans l'anorexie, c'est que la personne qui est malade ne se rend pas compte que c'est grave parce que souvent il n'y a pas de signe alarmant au niveau sanguin, au niveau osseux, et donc on se dit bon bah c'est pas grave quoi, en gros il n'y a pas de conséquences sur ma santé quoi. C'est souvent après que ça arrive. Mais j'ai réussi pendant un moment enfin à continuer à m'entraîner sans trop de problèmes, mais ça a duré un an parce qu'après après ça j'ai arrêté l'aviron quand je suis rentrée à la fac. Euh, Parce que ça allait plus, parce que je voulais plus entendre parler de l'aviron, parce que j'avais eu aussi des entraîneurs qui m'avaient alors fait du mal, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui m'avaient vachement j'ai pas le mot à mettre là-dessus, mais je pense que c'était aussi difficile par rapport aux relations que j'avais avec mes entraîneurs.
Et puis, en plus de ça, j'ai fait mon premier séjour à l'hôpital. Donc là, j'ai vraiment, vraiment stoppé le sport pendant un moment. Est-ce qu'on pourrait parler de harcèlement pour ces entraîneurs ou le mot est trop fort pour toi? Euh, j'ai eu plusieurs entraîneurs. Je pense que dans la dizaine d'années où j'ai fait de l'aviron, j'ai dû avoir cinq coachs. J'en ai eu un en particulier qui m'a vachement rabaissé. Je me souviens que il avait été voir la commission pour pas que je sois acceptée en équipe de Lorraine parce que il estimait que j'étais pas bien. Enfin, il prenait des décisions à ma place, quoi. Une année, j'ai pas été dans le bateau final parce que j'étais pas bien. Enfin, tu vois, que des choses comme ça qui, au final, moi qui étais jeune, j'avais 14-15 ans, je me disais que c'était moi le problème. Je me rendais pas forcément compte que c'était extérieur, quoi. Ou du moins qu'on me mettait une certaine, je sais pas si on peut dire pression, parce que la pression, je me la mettais moi, mais de toute façon, dans le sport de haut niveau, il y a beaucoup de pression. On peut parler de harcèlement dans quelques cas. Moi, c'était pas le cas. J'avais plutôt une relation, même avec certains coachs, très, très saine, très, très fusionnelle. Je sais pas si on peut dire fusionnelle, mais je vais employer ce terme quand même. Euh, mais ouais, c'était plutôt une pression constante que je remets pas que sur eux parce que c'était en grande partie moi qui me la mettais cette pression. Et est-ce que depuis toutes ces années, ce côté mélancolique, ce côté malheureux, triste que tu évoquais tout à l'heure, tu as réussi à trouver la cause? Ça a été le bouton sur lequel tu as appuyé pour dire je sais d'où ça vient. Maintenant que j'ai touché le fond, je peux remonter, de nouveau accepter de vivre, parce que tu le disais, hein, j'avais qu'une envie, c'est de quitter la planète et de mourir. Ça a été super long. J'ai fait 2 séjours à l'hôpital. Ensuite, alors, cause marrante, entre guillemets, c'est que je me suis engagée à l'armée parce que c'était mon rêve de gosse. Hein. C'est ce que je voulais faire depuis toujours. Je me souviens, quand je suis rentrée en sixième, ma prof a demandé à tout le monde ce qu'on voulait faire. Et puis moi, j'ai dit, je veux être militaire. Et tout le monde s'est moqué un petit peu de moi. Tout le monde a rigolé. Mais moi, c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc, je me suis engagée à l'armée. Et là, ça a été vraiment la dégringolade. Alors, mes classes se sont super bien passées. J'étais dans un régiment où il y avait presque que des mecs. Pendant mes classes, j'étais la seule fille, donc c'était un peu dur. Forcément, tu es à l'armée et pendant tes classes, tu ramasses, mais ça c'est tout le monde. Et après, quand j'ai fini mes classes et que j'ai vraiment été en régiment, ça a été une nouvelle dégringolade. J'étais loin de ma famille, loin de mes proches, et j'étais pas solide. Donc j'ai reperdu du poids, je me refaisais vomir tous les jours. Jusqu'au moment où je suis rentrée chez moi et j'ai dit je veux plus y retourner, quoi. J'arrive plus, je peux pas. Donc s'en sont suivis des longues des longs mois de procédure parce que forcément lorsque tu es sous contrat, tu quittes pas l'armée comme ça. J'ai dû passer devant des médecins, devant des psychiatres, etc. Et puis je suis retournée à l'hôpital, pas le même hôpital pour le coup, c'était du coup vraiment j'étais en psychiatrie là et j'y suis restée 6 mois. J'ai rencontré un psychiatre qui, je pense, voilà, si je dois donner une personne qui m'a vraiment aidé à m'en sortir, je le citerai en fait. Tout simplement parce que, certes, il y a mes proches qui étaient là pour moi, qui m'aidaient à pas flancher ou quoi, mais lui, il m'a vraiment bousculé dans le sens où j'ai pas eu affaire à quelqu'un qui m'a dit, qui m'a brossé dans le sens du poil, tout va bien se passer, il faut vous accrocher. La première séance qu'on a eue, je pense une des premières phrases qu'il m'a dit, c'est là, il n'y a pas 36 solutions, il y en a deux. Soit vous vous battez et vous bougez le cul, soit vous mourrez. Et en fait, je crois que cette phrase-là, elle m'a vraiment heurtée. Et il m'a dit, est-ce que vous voyez beaucoup de personnes qui ont 50, 60 ans et qui souffrent d'anorexie? Je lui ai dit, non, c'est souvent des jeunes. Il m'a dit, simplement parce que soit on en guérit, soit on en meurt, quoi. Et en fait, j'ai eu affaire à quelqu'un qui me poussait un petit peu dans mes retranchements et qui me bousculait vraiment. C'était vraiment, j'étais l'actrice en fait de ma guérison et j'attendais plus qu'on me prenne et qu'on me sorte de l'eau. Je savais que c'était à moi de remonter à la surface et c'est un gros point ça parce que on attend souvent des clics, on attend souvent qu'il y ait quelque chose qui tiens, demain matin, je vais me lever et puis je vais réussir à manger parce que, je sais pas, ça ira bien. Non, en fait, ça n'arrive pas. C'est douloureux, la guérison, et tous les jours, il faut se battre pour réussir à remonter à la surface. Mais il m'a vraiment permis de me rendre compte que c'était à moi de provoquer ce déclic, quoi. Et ça a duré combien de temps, ce processus, pour que tu puisses aller jusqu'à la guérison?
Aujourd'hui, tu en es sorti, mais si tu te retournes sur Nouchka adolescente, ce parcours un peu chaotique, hein, tu le disais, il y a des hauts, il y a des bas, on s'en sort pas indemne, avec des moments où c'est peut-être un petit peu plus simple, mais tu as replongé sur la durée. Tu as mis combien de temps et tu as fait combien de séjours en hôpital, justement? Euh, Quand j'avais 14 ans, j'ai fait une tentative de suicide où là, j'ai fini à l'hôpital inconsciente et je me souviens même plus ce qui s'est passé. Ça, c'est le premier épisode vraiment marquant que j'ai des hôpitaux et de à quel point c'était grave. Mais je me souviens que même à 11-12 ans, je me scarifiais, quoi. Donc, c'est pour ça que je disais que jusqu'à aussi loin que je me souvienne, ça allait pas. Et puis après, ça a duré. Donc voilà, il y a eu cet épisode-là quand j'avais 14 ans. Puis il y a eu 3 hospitalisations pour l'anorexie, avec la troisième qui a vraiment été bénéfique. Et puis, je crois que c'est à partir vraiment de 20 ans, 21 ans que ça a commencé à aller mieux. Je me suis inscrite pour mes études. Du coup, ça a été une motivation supplémentaire. Parce que quand j'étais à l'hôpital, je me suis vraiment demandé quoi faire de ma vie. Puis mon psychiatre, qui bien sûr n'était pas super doux dans ses paroles, m'a dit, eh ben, ma cocotte, va falloir trouver un truc que vous abandonnez pas cette fois, parce que la fac, l'armée, vous avez tout abandonné. Et moi, j'étais comme une con, quoi, à me dire, mais c'est vrai, quoi, il a raison, j'abandonne tout, quoi. Donc, il faut que je trouve un truc et que j'aille jusqu'au bout, et que j'arrête de me trouver des excuses, que j'arrête d'abandonner à la moindre difficulté. Donc, c'est vraiment à l'hôpital où je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire en sortant de là, quoi, en fait. Et je sais pas te dire comment c'est venu, finalement, la diététique, mais je crois qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est ça que je dois faire, quoi. Je dois m'en servir comme d'une force et plus comme quelque chose qui me fait du mal. Durant ta guérison et tout ce processus qui t'a conduit à sortir de l'anorexie, quel a été ton lien avec la nourriture? D'une privation, tu refusais, on va dire, la nourriture. Comment tu as réussi à apprécier les plats qu'on te présentait? Et est-ce que tu as repris du poids? Comment ça s'est déroulé? Ça s'est pas fait du jour au lendemain, forcément, parce que comme je le disais, il y a pas de déclic instantané. Ça a été long. Euh, Mes études ont été aussi un moyen de me dire, si je veux être crédible dans mon métier, il faut que je m'en sorte, sinon c'est pas possible, ça peut pas le faire. Donc du coup, c'était une motivation supplémentaire. Je dirais que ça a été progressivement mieux, mais que j'ai pas eu, voilà, quand je suis sortie de l'hôpital, par exemple, je pesais moins lourd que quand je suis rentrée. Mais dans ma tête, j'allais mieux et j'avais quand même les clés et je comprenais ce que je devais faire. Donc ça a été vraiment progressif. J'ai repris du poids progressivement. Euh, Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai dû sortir, je pense, en juin. Et puis en décembre, j'ai mes copines qui m'ont dit bon, bah tiens, en fait, on t'offre un dossard pour le marathon de Paris. Et moi, j'ai été là, mais les filles, je cours même pas 10 km par semaine, quoi. Et elles m'ont dit, mais si, tu verras, ça te fera une motivation. On y va toutes. On a un dossard en plus. Donc, on a été toutes les 4. Et du coup, j'ai eu 4 mois pour vraiment me mettre dedans. Du coup, ça a été une motivation supplémentaire parce que je me suis dit, si tu veux finir ce marathon, et ça me tenait vraiment, vraiment à cœur parce que je le prenais comme une revanche sur ma vie, en fait, je me disais, il faut que tu manges, faut pas que tu te fasses vomir et faut que tu y ailles, quoi. Donc forcément, il y a eu des épisodes où ça allait pas, où je mangeais moins, où même je me refaisais vomir. Il y en a eu, hein, il y en a eu encore, et je dirais que ça s'est espacé en fait ces épisodes-là. Ça s'est pas arrêté du jour au lendemain, ça s'est espacé. Et puis j'ai été de mieux en mieux parce que j'ai trouvé aussi ce que je voulais dans ma vie, qui j'étais et qui j'étais surtout en dehors de Nouchka malade ou Nouchka dépressive. Tu vois, finalement le masque que j'avais et je savais pas ce que je trouverais en dessous du masque, quoi. Et quand tu te retournes peut-être sur des photos, des images que tu retrouves dans des albums, qu'est-ce que tu vois dans cette Nouchka un petit peu mélancolique en comparaison avec ce que tu es aujourd'hui, plutôt radieuse, rayonnante, avec de belles assiettes que tu peux nous présenter? Euh, Ça me fait mal au cœur des fois quand je vois des photos. Après, ça fait partie de moi, donc je pense que cette période-là m'a aussi permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et je sais pas, bien sûr, on sait pas, on peut pas refaire le monde, mais je sais pas si je serais celle que je suis aujourd'hui si s'il y avait pas eu ça avant. Mais quand je vois des photos où je suis très très maigre, forcément ça me fait mal au cœur. Je me rends compte
de ce que j'ai pu faire subir à mes proches aussi, qui étaient inquiets, de l'état dans lequel je me suis mis, et puis de toutes les choses à côté desquelles j'aurais pu passer, quoi. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis amoureuse de la vie, mais à 1000%. Et il n'y a pas un jour où je me lève pas en étant contente, en me disant, mais aujourd'hui, c'est trop cool, tu vas vivre une nouvelle journée de vie, tu vas faire des choses que t'aimes. Et ça, avant, je l'avais pas. Et du coup, je me dis, mais t'aurais tellement pu passer à côté de tout ça. Mais voilà, j'ai de la tristesse quand je vois les photos, mais en même temps, je suis fière, quoi. Je suis fière de voir qui je suis aujourd'hui. Alors, par rapport peut-être aux personnes que tu accompagnes, est-ce que tu as eu dans ton cabinet en diététique et en nutrition des patients qui étaient frappés par l'anorexie et avec qui tu as dû mener ce travail de longue haleine? Et là, est-ce que ton expérience d'être passé par cette expérience de vie, c'est un atout pour toi? Oui, j'en ai régulièrement, hein. J'en ai tout le temps en suivi, en fait. Maintenant, je dirais pas que c'est... Alors, c'est peut-être un atout parce que je comprends, mais je pense que dans la prise en charge, c'est pas indispensable d'être passé par là, quoi. Je pense pas que pour être une bonne diète qui va prendre en charge une personne qui a des troubles du comportement alimentaire, il faut forcément en avoir eu à un moment donné. Déjà parce qu'en fait, tous les troubles du comportement alimentaire sont différents, même toutes les anorexies sont différentes, quoi. Donc, ce qui a marché chez moi ne marchera pas forcément chez quelqu'un. Donc, j'en ai dans mes suivis, mais je prends pas forcément ce qui a marché chez moi et j'en parle même pas, en fait. Je vais même pas leur dire que moi j'ai eu ça ou quoi. Euh, euh, donc, je dirais que ça m'aide à comprendre, mais que ça m'aide pas forcément à mieux prendre en charge. Je pense bien les prendre en charge parce que j'ai trouvé les clés dans mon métier pour les accompagner, mais ça a rien à voir. À partir de quel moment, Nouchka, de ton regard d'expert, on peut dire que l'on entre dans un trouble du comportement alimentaire? Quels seraient les facteurs, les signaux d'alerte auxquels on doit prêter attention pour se dire, oula, là, je rentre dans quelque chose qui n'est pas forcément bon pour moi et pour mon psychisme derrière? À partir du moment où ça, où ça impacte ta vie sociale et ta santé, quoi. Parce que, alors, c'est clair que dès que ça impacte la santé, il y a un problème, mais ça peut ne pas forcément impacter la santé. L'anorexie n'est pas forcément visible, par exemple. On peut avoir quelqu'un qui a un IMC normal, si on peut parler d'IMC, et qui pourtant souffre d'anorexie, ou alors quelqu'un qui va souffrir de boulimie et qui va avoir, pareil, pas forcément de souci de poids, parce que les troubles du comportement alimentaire sont pas toujours associés à un déséquilibre du poids. Mais ouais, je dirais que quand ça affecte soit la santé, soit l'aspect social, ça pose problème. Quand tu en viens à devoir ramener ton tube au restaurant ou à refuser des invitations parce que tu préfères rester dans ta zone de confort alimentaire, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut s'en préoccuper, quoi. Donc, on n'est pas forcément là dans un régime à dire je me prive volontairement d'un aliment. Ça va beaucoup plus loin et ça impacte le côté social et santé, comme tu l'as évoqué. Oui, et puis après, je dirais qu'il y a plusieurs grades dans les troubles du comportement alimentaire. Euh, c'est mal défini aujourd'hui. C'est pas parce que à un moment donné, je vais péter un câble sur mon pot de Nutella que j'ai forcément des troubles du comportement alimentaire. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, des fois, je fais une grosse sortie, après j'ai faim, je me fais un gros goûter, et pour autant, c'est pas une crise, c'est pas grave. C'est quand ça devient vraiment récurrent et problématique. Est-ce que tu trouves que le côté psychologique a été même plus important que la partie rééquilibrage alimentaire et toute cette partie nutrition dans ton processus de guérison? Carrément, parce qu'en fait, c'est une maladie mentale, c'est pas une maladie physique au final. Euh, les anorexiques qui sont sous sonde, par exemple, ça les maintient en vie, mais ça les aide pas à sortir de l'anorexie, quoi. C'est pour ça que t'en as beaucoup qui te diront que ça sert à rien, que ça les aide pas à guérir. Bon, on fait ça parce que il y a quand même l'aspect santé où on veut pas que tu meurs, quoi. Mais l'aspect psychologique enfin, psychiatrique même est beaucoup plus importante. C'est parce que c'est une maladie mentale, donc en fait, c'est la clé. Et moi, j'ai pas eu de suivi avec une diététicienne à l'hôpital. C'était vraiment que axé sur la psychiatrie, quoi. Pour revenir sur le sport, ce défi marathon, une fois donc sorti de l'hôpital avec ce dossard entre les mains, est-ce que tu es allé au bout? Est-ce que c'était ta première expérience avec la course à pied? Oui, c'était ma première expérience avec la course à pied. Enfin, la première vraie expérience que j'avais, c'était quand j'étais petite. Mon père m'avait
obligée à faire une course, je sais plus ce que c'était. Il me semble que c'était un 10 km ou un semi-marathon. Et franchement, je crois que j'avais 9 ou 10 ans. Et je me souviens juste que c'était douloureux et que j'avais passé un moment de merde. Mais ma première vraie expérience positive en course à pied, c'était au marathon de Paris. J'ai fini le marathon, ma mère en plus était là. Et je me souviens l'avoir vue sur la ligne d'arrivée en train de pleurer. Moi, je pleurais et en fait, ça a été un moment super fort, quoi. J'ai pas fait un temps de ouf, mais ça, je m'en fous parce que je voulais juste le finir. Et ça a vraiment été un élément déclencheur aussi parce que je me suis rendu compte que je pouvais faire des choses dont je me pensais pas capable. Parce que 4 mois en arrière, je courais pas 5 kilomètres, et parce que, bah ouais, je pensais pas que j'étais capable de faire des choses comme ça. Et après, ça a été un moteur pour toutes les choses que j'ai fait dans ma vie derrière et pour tous les défis que je m'impose au quotidien, quoi. Donc ça agit comme un révélateur et depuis, tu ne peux plus t'empêcher d'aller courir. Alors tu es passé par le triathlon dans un premier temps. Aujourd'hui, dans les montagnes, je pense que tu affectionnes plus le trail et les beaux paysages. Ouais, tout à fait. Après, moi, je pars vachement du principe que si à un moment donné il y a un truc qui me fait plus plaisir, je le fais plus. Tu vois, dans le triathlon, je prenais moins de plaisir. Ça m'embêtait de devoir faire des grosses séances sur le home trainer, de faire des allers-retours dans la piscine. Moi, j'avais envie d'être en montagne, de voir du paysage, de voir du relief, de voir des animaux. Donc, tu vois, c'est pour ça que je me suis dit, je mets le triathlon de côté. Ça m'empêchera pas d'y revenir à un moment donné si j'en ai envie. Il y a aussi des courses que j'ai envie de faire dans le triathlon, dans ma vie, des défis que j'ai envie de relever, quoi. Donc, je pourrais y revenir, mais voilà, dans le sens où ce que je veux dire, c'est que si jamais un jour le trail, j'aime plus ça, et je sais pas, que j'ai envie de faire du badminton ou, ou du crossfit, bah, je le ferai, quoi, parce que j'écoute ce que j'ai envie sur le moment, quoi. Donc ça passe par les émotions. Ce que ça t'apporte, ce que ça te procure comme sensation, c'est ça que tu recherches au-delà de la performance ou il y a quand même un petit côté performance dans ta pratique? Il y a toujours un côté performance parce que j'ai grandi dans le sport avec cet aspect performance-là. J'essaye juste de faire en sorte aujourd'hui qu'il soit pas néfaste et qu'il n'empiète pas sur le reste. Parce que, voilà, j'estime que je serai jamais athlète de haut niveau dans le trail ou dans le triathlon, donc ça doit quand même rester un plaisir. Et de toute façon, même si un aspect performance, ça doit toujours rester un plaisir. Mais bien sûr qu'il y a toujours cette part-là où tu essayes de faire le meilleur de toi, de ce que tu peux faire. Et de toute façon, sans cette motivation-là, bah, c'est difficile d'aller à l'entraînement tous les jours de façon rigoureuse et d'être hyper discipliné dans ton plan d'entraînement, quoi. Donc oui, il y a cet aspect performance, mais il y a surtout l'aspect plaisir. Est-ce que je viens en retirer sur le moment? Aujourd'hui, je sais que le trail, ça m'aide à grandir, que j'explore des facettes de mon mental et de mon corps que je connais pas. Et du coup, pour moi, c'est hyper positif parce que ça m'aide à prendre confiance en moi encore plus, et à gagner en estime de moi. Et du coup, ça m'aide après dans tous les domaines de ma vie, que ce soit au niveau professionnel, ou encore relationnel, quoi. Et derrière, bah, tu en tires aujourd'hui beaucoup de bénéfices dans le sens où tu accompagnes des sportifs sur le plan de la nutrition. Est-ce que tu peux rappeler quelles ont été les étapes de ta formation, comment tu as pu justement t'installer pour aujourd'hui proposer des consultations et on va le voir, il y a d'autres choses derrière. Bah, du coup, j'ai fait mon BTS diététique à distance. Et pendant mon BTS diététique, j'ai pris des cours en plus avec une école en ligne qui s'appelle Prépa Diète. Et en fait, lorsque j'étais sur le point de finir mes études, le directeur de cette école, Emmanuel, qui aujourd'hui est un ami, m'a dit il faut que tu fasses de la nutrition sportive parce que tu es faite pour ça, et parce que je veux que tu donnes les cours dans mon école. Donc en fait, ça s'est fait un peu comme ça, la diététique du sport. Alors moi, j'étais forcément passionnée de sport, mais pendant mes études, c'était pas forcément. Je m'étais pas dit, je vais me tourner vers la diététique sportive. C'était pas du tout une vocation à la base, quoi. Et du coup, ça s'est fait un peu comme ça. Je me suis spécialisée directement après mon BTS. Après mon BTS, je me suis installée directement en cabinet. Là, ça a été aussi un nouveau défi parce que moi, bah, il y a tout le monde qui me disait mais tu connais rien au libéral, il faut te faire un peu d'expérience, trouve-toi un taf dans un hôpital, machin, machin. Mes proches, ils m'ont dit, fais ce que tu veux, tu n'as pas à les écouter si toi, c'est parce que tu as envie de faire et que toi, tu aspires à d'autres choses, donc fais-toi confiance. Je me suis fait confiance, j'ai ouvert un cabinet. J'en ai ouvert un deuxième parce que j'ai été appelée pour bosser avec des sportifs de haut niveau dans une autre ville à l'époque en Lorraine. Et en fait, ça s'est fait très naturellement. J'ai ouvert mes cabinets.
tout de suite, j'ai donné des cours à côté. Et puis l'année d'après, j'ai formé des diététiciens et des pros de santé en nutrition sportive. Et en fait, j'étais tellement passionnée par la nutrition sportive que je, je me formais en fait au quotidien et j'avalais des informations dans le sens où je me formais hyper vite, quoi, tellement ça me passionnait. Excuse-moi le jeu de mots, mais boulimique de connaissances. Tu avais comme Alors, quelque chose à rattraper finalement. tu sais que j'ai failli le dire, mais j'ai pas osé le dire. Mais ouais, on peut dire ça comme ça. Mais je l'ai pas utilisé ce mot parce que pour moi, c'est ultra positif. C'est pas maladif. Hein. Je suis tellement passionnée par ça. Ma motivation première dans mon travail, c'est de faire évoluer le sport parce que je pense que le vecteur nutritionnel est encore assez peu exploité et qu'on a beaucoup de marge de manœuvre, contrairement à l'aspect peut-être entraînement où alors, peut-être que les préparateurs physiques le diront mieux que moi, mais peut-être qu'on arrive à un plateau au niveau connaissance des sciences de l'entraînement, alors que la science de la nutrition, peut-être pas. On a encore peu de connaissances. Donc, c'est ça qui me passionne. Même dans mes suivis, c'est de voir à quel point la nutrition, ça peut avoir un impact considérable sur les performances, quoi. Et en fait, en s'y intéressant un petit peu plus, bah, on peut vraiment débloquer des choses dans les performances. Alors, sans forcément citer les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu as des exemples précis dans les suivis que tu réalises de personnes qui, avant même d'entamer un travail avec toi, une collaboration, étaient sur un plateau au niveau des performances et avec ton apport, avec ton expertise, ont pu justement passer ce cap et améliorer nettement leurs résultats? Ouais, bah un exemple très concret et qui va beaucoup parler, c'est par exemple des triathlètes ou des trailers qui ne finissaient pas des courses ou alors qui les finissaient dans des états pitoyables parce que ils avaient des troubles digestifs ou des gros déficits énergétiques et en fait juste en faisant quelques trucs dans l'alimentation et ben en fait on se retrouve avec des athlètes qui du coup arrivent à tenir une dizaine d'heures d'effort sans troubles digestifs, du coup bah à être en pleine possession de leurs moyens pour s'exprimer ou du coup qui ont pas de troubles énergétiques et de déficit énergétique pendant l'effort et qui du coup pareil arrivent à maintenir le niveau d'intensité. Donc déjà ça c'est une chose, hein. Moi j'ai plusieurs athlètes qui ont essayé 4 Ironman, ils ont jamais réussi parce que ils vomissaient au 10e kilomètre en course à pied et puis on a réussi à mettre des choses en place qui font qu'aujourd'hui bah, ils font des Iron et puis tout se passe bien quoi. Donc ça déjà c'est la première chose, c'est réussir à aller au bout de l'effort euh, grâce juste à ce petit facteur qu'est la nutrition. Enfin, petit, je dirais même pas que c'est un petit facteur, un gros facteur. Et puis après, à plus haut niveau, malheureusement, on peut pas trop juger de l'implication de la nutrition dans les performances, parce que bah, quand tu as des athlètes à haut niveau qui qui progressent, qui améliorent justement leur record, est-ce que c'est vraiment la nutrition parce que tu as mis quelque chose en place, parce que tu as optimisé la récupération, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont progressé dans leur entraînement? Bon, ça, tu peux pas vraiment le juger, mais tu sais quand même qu'en appliquant certaines choses au niveau nutrition, lorsqu'il y a quelques déséquilibres, tu peux optimiser la récupération. Si tu optimises la récupération, forcément, tu optimises tes stocks en énergie. Donc, l'entraînement, après, tu le fais dans de meilleures conditions et donc tu progresses mieux. Donc voilà, certaines fois, tu peux facilement mesurer à quel point la nutrition joue un rôle. Parfois, c'est très subtil, mais tu sais que dans tous les cas, c'est positif. Est-ce que la nutrition est une histoire du temps long, c'est-à-dire de mettre en place des éléments bien en amont de la course? C'est pas le ravitaillement du jour qui va tout faire réussir ou tout faire capoter. Est-ce que le travail n'est pas beaucoup plus éloigné de l'objectif final? Je souris parce que tous les jours sur Instagram, j'ai des messages. Salut, dis-moi, j'ai un marathon ou un triathlon ce week-end. Tu me conseilles de manger quoi cette semaine? Ben en fait, je te conseille juste de remonter le temps et de prendre rendez-vous plus tôt, quoi. Parce que, ou de t'y intéresser plus tôt. C'est pas la semaine de ta course que tu t'intéresses à comment tu vas t'entraîner et puis quelles chaussures tu vas mettre, quoi. Tu le sais bien en amont, ça. La nutrition, c'est pareil. C'est un travail qui se fait sur le long terme. Dans les sports d'endurance, par exemple, t'es obligé de tester ta nutrition, savoir ce qui te convient, habituer ton système digestif aussi, parce que le tube digestif, ça se travaille, ça s'entraîne. Et puis vraiment connaître ton protocole de course, savoir ce qui marche sur toi, parce qu'il n'y a pas qu'un seul protocole. Certains athlètes vont préférer telle ou telle chose au niveau nutritionnel en course. Donc
Bien sûr que ça se prépare avant. Pareil, il n'y a pas que l'alimentation de course, il y a l'alimentation du quotidien. Si tu veux être plus performant, il n'y a pas que ce que tu manges pendant la course, il y a ce que tu manges au quotidien qui va te permettre d'être performant sur tes phases d'entraînement, de bien récupérer ensuite et de pouvoir mieux enchaîner. Je parle souvent de la récupération parce qu'en fait, c'est un élément clé, quoi. Si tu récupères bien, tu optimises déjà tes perfs bien en amont, quoi. Donc, ouais, je dirais que c'est quelque chose dont il faut s'intéresser assez tôt et pas le dernier quart d'heure, quoi. Et dans la façon dont tu abordes ton suivi nutritionnel, quels sont tes principes, s'il y en a, ou est-ce que tu t'adaptes au profil de chaque patient, de chaque sportif qui vient te consulter? Je m'adapte vachement. J'ai pas forcément Alors, si, j'ai une façon de fonctionner comme tout le monde, mais qui est assez flex dans le sens où bah, je vais demander à la personne quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins. Je vais partir de là. Et ensuite, on va travailler là-dessus. Mais je vais jamais imposer quelque chose. Généralement, je pars de l'alimentation de la personne et je vois ce qu'on peut modifier pour améliorer un petit peu les choses en fonction de ses objectifs. Mais je m'adapte toujours à la personne que j'ai en face de moi. Tu vois, par exemple, si je te donne un exemple très concret, est-ce qu'il faut compter ses calories ou est-ce qu'il faut pas compter ses calories? Bah, ça dépend si la personne en face de toi veut le faire ou doit le faire. Parce que dans certains sports, t'es obligé aussi. Dans certains sports à catégorie de poids, par exemple, où tu dois manipuler le poids assez rapidement, bah là, t'es obligé. Par contre, un athlète qui va manger de façon équilibrée ou un athlète qui va avoir des troubles du comportement alimentaire, tu vas pas du tout proposer le même protocole. Donc en fait, tu adaptes toujours ton protocole en fonction du profil, de la discipline, des objectifs et du régime alimentaire. Donc, tu n'es pas axé spécifiquement sur un régime type cétogène ou quelque chose qui serait à bannir les viandes ou à bannir d'autres aliments. Tu t'adaptes au profil de chacun et peut-être que entre un père de famille et un célibataire trentenaire, on n'aura pas du tout les mêmes recommandations. Ouais, tout à fait. Et moi, je suis pas là pour imposer mes convictions ou ce que je pense, quoi. Ça me regarde, quand bien même si je penserais quoi que ce soit au niveau de l'alimentation, mais je dois faire avec ce que la personne en face me dit. Et je sais pas, moi, si j'ai un vegan, si j'ai quelqu'un qui mange sans gluten, sans produits laitiers, et qui a vraiment nécessité, bah, c'est très bien, quoi. On va pouvoir trouver quelque chose enfin d'adapter en fonction de ça et puis aider à la personne, mais je suis pas là à imposer quoi que ce soit, à imposer de prendre un petit déjeuner si tu prends pas de petit déjeuner parce que c'est mieux, ou de pas manger de viande ou de poisson parce que c'est pas bien ou quoi. Non, je fais en fonction de ce que la personne a envie de faire et surtout ce qu'elle se sent capable de faire. Il y a ça aussi, hein, ce qu'elle se sent capable de faire, parce que parfois la prise en charge peut prendre plus, enfin voilà, la prise en charge et l'arrivée à l'objectif peut prendre plus ou moins de temps en fonction de comment tu as envie de t'investir dans ta nutrition. Il y a ça aussi, hein. Je pense qu'on peut le calquer un peu à l'entraînement. Tu arrives à des résultats plus rapides lorsque tu t'investis un peu plus et que tu mets plus du tien dans l'entraînement. La nutrition, c'est pareil. Dans le travail que tu mènes avec les athlètes que tu suis, il se passe environ combien de temps pour commencer de ton côté hein, à percevoir des changements et des modifications? C'est hyper variable parce que ça va aussi dépendre de l'objectif. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient pour perdre du poids ou pour optimiser sa nutrition de course ou sa récupération, voilà. Certaines personnes, je les vois une ou deux fois parce qu'il y avait juste certains petits trucs à optimiser parce que tout était déjà bien, et d'autres, je les vois depuis 3 ans, quoi. Donc ça dépend, mais avec le temps et l'analyse que j'en fais, je dirais quand même qu'au bout de même du deuxième rendez-vous, tu vois déjà une progression. Si tu mets des choses en place de la bonne façon, tu vois déjà une progression. Après, bien sûr, chez certaines personnes, ça va prendre plus ou moins de temps. Mais j'ai pas fait les statistiques pour te dire en moyenne combien de temps je vois les personnes. Allez, je vais dire qu'en général, je les vois 1 an maxi, parce que mon but, quand même, c'est de rendre les gens autonomes dans leur nutrition et qu'ils aient pas besoin de moi sur le long terme. Quand on met des choses en place, j'explique ce qu'on met en place et surtout pourquoi on le fait, pour comprendre et pouvoir le faire tout seul. Ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est que l'athlète soit vraiment acteur de sa nutrition et pas juste spectateur, quoi. Maintenant, j'ai des sportifs qui aiment bien avoir leur consulte mensuelle ou même tous les 3 ou 6 mois. Il y en a maintenant, je les vois tous les 6 mois ou tous les ans, juste parce que ça les rassure et qu'ils veulent être sûrs qu'ils font tout bien, faire un petit point.
Voilà, mais c'est assez variable au final. Est-ce que ce facteur poids et cette balance qu'on peut avoir dans nos salles de bain est un élément sur lesquels tu échanges beaucoup avec tes patients et qui est une question récurrente? Le poids entre le poids de forme, le poids actuel, le poids espéré, est-ce que ça revient souvent? Ouais, bah, tout le temps, hein, de toute façon, hein. Alors là, actuellement, je fais de la visio, mais même quand j'avais un ou plusieurs cabinets, j'avais même pas de balance, ou alors j'en avais une, mais je pesais pas les gens, tout simplement parce que tout le monde sait combien ils pèsent. En général, tout le monde se pèse, donc il n'y a pas besoin de le faire. Mais c'est un outil qu'on a à notre disposition. Moi, je dirais pas que c'est acheté, la balance, pas du tout. Mais c'est pas le seul. On n'a pas que ça. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et maintenant, trouver son poids de forme, c'est parfois compliqué. Le poids de forme, c'est pas forcément le poids idéal qu'on se fait. Moi, quand je demande aux gens, votre poids de forme, vous l'estimez à combien? Ah bah j'estime à tant. Je leur dis mais ça c'est pas votre poids de forme, c'est le poids que idéalement vous aimeriez faire parce que physiquement vous vous trouverez bien quoi. C'est un peu ça. Alors que le poids de forme c'est pas ça. Le poids de forme c'est un poids auquel tu es performant et en bonne santé, où t'as pas de difficulté à le maintenir, où t'es pas fatigué, où tu te blesses pas et ouais où t'as pas besoin de te restreindre quoi. Pour moi si je devais donner une définition de poids de forme c'est à peu près l'idée que j'en ferais quoi. Donc, d'autant plus que ton poids de forme, il évolue tout au long de ta vie, quoi. À 20 ans, tu as pas le même poids de forme que à 50 ans, d'autant plus si tu changes de discipline, forcément, tu développes d'autres types de fibres musculaires, de qualité physique, donc tu as pas la même demande au niveau morphologie. Donc voilà. Et puis, dans certaines disciplines et certains athlètes, parfois, ont une recherche de poids performance qui n'est pas toujours un poids santé aussi. Et ça, c'est très difficile de faire justement de trouver la limite pour vraiment être sur la ligne de je suis performant mais je suis en bonne santé. Parfois, on est souvent du côté performance et puis du coup, la santé est un petit peu délaissée. Dans beaucoup de disciplines, c'est ça parce qu'il y a cette recherche de performance imminente et que l'aspect santé, on s'en préoccupe un petit peu plus tard, quoi. Donc voilà, mais juste pour dire que le poids, c'est forcément un sujet qui fait débat et qui revient sur la table à chaque consulte. Est-ce qu'une analyse sanguine pourra apporter des axes de travail, des axes d'amélioration à partir du moment où les facteurs ont été étudiés et dosés? On dit souvent les coureurs manquent de fer, manquent de magnésium. Chez les femmes, c'est peut-être un sujet encore plus important avec parfois l'absence de règles. Est-ce que tu t'appuies sur ces données-là qui sont des données, on va dire, médicales? Oui, je demande à chaque première consulte s'il y a une prise de sang récente. Quand je dis récente, voilà, c'est de moins d'un an. S'il y en a pas, c'est bien d'en faire une quand même. C'est bien d'en faire une de temps en temps quand même pour voir si tout va bien. Maintenant, sur la prise de sang, tu vois pas tout. En l'occurrence, tu me parlais du magnésium. Le magnésium, à la prise de sang, tu verras pas s'il y a vraiment une carence ou pas parce que les stocks ne sont pas sanguins. Donc tu as la prise de sang, mais pas que ça. Tu as aussi toute l'anamnèse nutritionnelle que tu vas faire, hein, le questionnaire nutritionnel que tu vas avoir pour savoir si il y a des choses qui pourraient manquer ou s'il y a certains symptômes qui pourraient faire penser à une carence. Donc voilà, moi je fais vraiment si je peux appeler ça une enquête micronutritionnelle pour voir si il manquerait quelque chose d'un point de vue micronutrition. Mais ça se base vachement sur l'analyse des symptômes au final. Micronutrition, on est en dehors des macros, hein, protéines, lipides, glucides. On va aller chercher là un peu plus en détail les apports alimentaires de tes sportifs et patients. Ouais, macronutriments, en gros, protéines, glucides, lipides, c'est ce qui va apporter de l'énergie sous forme de calories. Mais dans la nutrition, il n'y a pas que les calories qui comptent, c'est aussi justement l'aspect micronutritionnel avec les vitamines, les minéraux, les antioxydants, tout ça, ça va pas apporter d'énergie sous forme de calories à l'organisme, mais ça va jouer énormément de rôle dans l'organisme justement pour assurer diverses réactions métaboliques. Et c'est important de faire attention à ça. Il n'y a pas que l'aspect vraiment comptabiliser juste le nombre de calories qui rentrent dans l'organisme. Quelles seraient allez, trois plus grandes erreurs que tu rencontres régulièrement ou les trois plus grandes croyances sur l'alimentation qui ressortent de ton cabinet après les consultations? Alors, croyance, je pense que un des trucs qui revient le plus souvent, c'est pas de glucides après si j'ai pas fait de sport, quoi. En gros, le pas de glucides si j'ai pas fait de sport ou pas de glucides le soir.
alors que tu as besoin, en fait, à 50%, voire plus, de ton apport énergétique qui doit être apporté sous forme de glucides, et que même si tu fais pas de sport, ton corps, il consomme toujours des glucides. Tu as certaines de tes cellules qui sont glucodépendantes, donc qui fonctionnent qu'au glucose, et donc tu consommes du sucre en permanence. Ça, c'est une des premières erreurs. Une des premières idées reçues. Après, des idées reçues, je pourrais t'en citer plein, hein. Les produits laitiers, c'est pas bon. Le C'est gluten, c'est pas inflammatoire. bon. Voilà. Euh, une des erreurs aussi, c'est l'hydratation, que ce soit au quotidien ou à l'effort. Généralement, les athlètes boivent pas bien ou boivent pas du tout. Parfois, même sur du long, hein, je vois des athlètes qui s'hydratent pas, quoi. Donc ça, c'est un truc qui revient souvent. Pareil, sur l'alimentation de course, il y a beaucoup d'idées reçues. Je me bats un peu parfois sur les réseaux sociaux. Oui, on sait, il faut pas donner de sucre, blablabla. Quand on fait du long, il faut des lipides. Voilà, j'y reviens assez régulièrement là-dessus. J'explique assez souvent les mécanismes et de pourquoi c'est important de consommer des glucides. Mais je pourrais te faire une demi-heure complète, hein, sur les idées reçues et les erreurs que je vois. Mais je t'ai déjà cité quelques trucs qui reviennent souvent. Tu es toi-même ton propre sujet d'étude, c'est-à-dire que quand tu pars, et tu as dit que tu voulais expérimenter le trail, les plus longues distances, l'endurance, est-ce que tu t'es surpris toi-même sur tes prises alimentaires en course ou au retour d'un entraînement ou d'une course assez corsée? Oui, au début, quand j'ai commencé à pratiquer des sports d'endurance, en l'occurrence le triathlon, quand j'ai commencé à faire mes premiers longues distances, j'ai vite compris ce qui marchait et ce qui marchait pas, quoi. Un truc que j'ai en tête, je sais même pas si j'étais déjà diète, je sais plus, mais en sortant de l'eau en natation, je monte sur le vélo sur un longue distance, et puis je prends une barre que je mange juste avant de monter un col. Et là, je me dis, c'est vraiment pas la bonne idée. Je l'ai pas du tout digéré. Et puis pendant 1 heure et demie, j'étais pas bien. Et puis après, avec l'expérience, au fil du temps, avec l'entraînement et l'entraînement nutritionnel aussi que j'ai pendant à l'effort, je sais ce qui marche et ce qui marche pas chez moi. Mais ce qui va marcher ou pas marcher chez moi, ça va pas forcément être pareil chez tout le monde. Moi, je sais par exemple que je ne peux pas manger du solide en course, c'est pas possible. Je peux tourner qu'au gel, par exemple, c'est pas un problème. Je vais pas avoir de problème digestif parce que je me suis entraînée sur le plan justement intestinal, chose qui ne marcherait pas forcément chez tous. Moi, j'ai certains athlètes qui me disent, mais je peux pas consommer de gel, c'est mort, je le tolère pas, je peux pas, quoi. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a autant de protocoles que de personnes au final, parce qu'on est tous différents. Mais oui, j'expérimente forcément, et avec le temps, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. J'expérimente aussi ce que je dis d'un point de vue scientifique. Par exemple, un des derniers posts que j'ai fait sur Instagram, c'était pourquoi on n'a pas faim parfois après les efforts intenses, parce que on sécrète certaines molécules qui induisent une plus grande satiété, parce que le tube digestif est privé d'oxygène, donc le temps que ça se reperfuse, on a un petit peu moins faim. Tout ça, je l'expérimente forcément. Après, forcément, je l'expérimente dans les sports d'endurance, donc je comprends un petit peu mieux les sportifs d'endurance peut-être, mais je prends quand même en charge d'autres disciplines, pas que des sports d'endurance, hein. Je dirais que les sports d'endurance dans mes suivis, ça doit être 50 ou 60%. Mais même sans expérimenter le reste, je prends quand même en charge d'autres sportifs, et j'arrive à trouver, même sans expérimenter, des solutions, quoi. Alors justement, pour trouver ces solutions, dans l'entretien, dans le fil conducteur que tu tisses avec ces sportifs, est-ce que tu leur demandes de prendre des notes, de consigner leur prise alimentaire? Parce qu'il faut que tu puisses avoir un retour et qu'ils te fassent ensuite leur transcription de leur prise alimentaire, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Comment tu fonctionnes par rapport à cela? Oui, j'aime bien faire noter justement les repas sur quelques jours, parce que généralement quand je fais le questionnaire, je demande comment le sportif mange sur une journée type, mais une journée type c'est pas toujours représentatif, donc j'aime bien faire noter sur une semaine complète pour voir un peu l'équipe globale, parce que l'équipe se fait pas sur un repas ou sur une journée, il se fait sur le long terme au final, je dirais. Donc j'aime bien faire ça, et puis pareil, quand j'ai un sportif d'endurance qui forcément va consommer quelque chose à l'effort, j'aime bien le faire. Connaître un petit peu les produits qu'il utilise, la fréquence de prise alimentaire à l'effort, pour pouvoir après proposer des solutions pour pouvoir améliorer ça. Et dans la plupart des cas, les sportifs adhèrent ou tu as des taux d'abandon? Est-ce que dans le suivi, il t'arrive d'avoir des gens qui disent, bon, là c'est bien gentil, Nouchka, mais tout ce que tu me dis, moi je peux pas le mettre en place et on stoppe la collaboration?
Quand je fais mon premier rendez-vous, avant de conclure justement la consulte, je dis presque toujours que ce que je vais proposer en mise en place, c'est une solution parmi tant d'autres et que si ça te convient pas, on peut faire autrement. En gros, je dis ça. Je pars souvent, je vois un peu l'image de l'entonnoir où on part large et on affine. Et puis, s'il y a des choses qui fonctionnent pas, on peut faire différemment. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Donc en général, il n'y a pas trop de taux d'abandon par rapport à ça parce que la personne sait que je peux m'adapter. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui reviennent pas, comme dans tout métier, je pense, de toute façon. Bon, au début, tu te remets en question, tu te dis, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je prends pas bien en charge cette personne? Et en fait, tu te rends compte que c'est juste ta méthode qui convenait pas. Donc, bah, j'explique, hein, je dis, bah, il fallait me le dire, on aurait fait différemment. Je conçois que ce soit pas forcément ce qui est le plus facile pour toi. Mais voilà, je dis quand même à la personne à chaque fois que c'est moi qui, en fait, c'est ça. Je dis toujours, c'est moi qui m'adapte à toi et pas toi qui dois t'adapter à moi. Je pars de ton alimentation, on essaye d'améliorer ça et c'est pas toi qui dois appliquer une certaine alimentation que j'aurais préconçue, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc à partir de là, ça met quand même une certaine relation de confiance parce que la personne en face sait qu'il n'y aura pas de jugement et que ce sera pas un changement significatif par rapport à ce qu'elle fait déjà, quoi. Les abandons, finalement, je dirais que c'est des personnes qui sont peut-être pas forcément motivées ou qui ont pas forcément la conscience que ça peut être important ou nécessaire dans leur quotidien, quoi. Et ça peut arriver, mais c'est souvent voilà, c'est souvent ça plutôt que lié à un manque de compréhension entre nous deux ou à un protocole qui leur conviendrait pas. Est-ce que les écarts au niveau nutritionnel sont autorisés? Tu parlais de Nutella tout à l'heure, de M&M's après la séance d'aviron. Est-ce qu'on peut s'autoriser? Et c'est ce qu'on disait avec Alice Michel l'autre jour. Il faut déculpabiliser un petit peu les gens. Est-ce que tu es dans cette lignée également? Alors, quand moi je parle d'équilibre alimentaire, l'équilibre, on se l'imagine souvent avec un signe égal. Moi, j'aime bien rappeler que l'équilibre, c'est des plus et c'est des moins. Donc, par définition, l'équilibre, ce n'est pas que des moins. C'est pas que des trucs sans gras, que des légumes, que des fruits. Sinon, bah, t'es pas à l'équilibre. T'es au moins, quoi, en fait. Donc, j'aime bien rappeler que l'équilibre, il doit y avoir des plus dans l'alimentation. Les plus, c'est tous les trucs un peu plus caloriques, plus gras, plus sucrés, plus salés. Forcément, chaque aliment, tu vas pas l'intégrer à la même fréquence et dans les mêmes quantités. C'est à partir du moment où tu comprends ça, tu as tout compris sur l'équilibre alimentaire. Bon, je schématise un peu le truc, mais c'est vraiment ça l'idée. Donc bien sûr que tu as le droit à des écarts parce que ça fait partie de ton équilibre, que ce soit alimentaire ou même social, psychologique, ce que tu veux. Mais c'est juste que ça doit pas prendre le pas sur le reste. Tu vois, parfois, on est tellement dans l'alimentation bienveillante, etc., qu'on n'en devient plus bienveillant parce que, en fait, c'est, bah, vas-y, mange ce que tu veux. Et puis, en fait, on revient à une alimentation totalement déséquilibrée dans l'autre sens, quoi. Donc, bien sûr, ça a sa place, mais pas n'importe comment. Et après, tout dépend aussi de ton niveau et de ce que tu recherches, en fait, de ton niveau d'exigence dans l'alimentation et tes performances. Je vais pas avoir le même discours avec un athlète amateur qu'un sportif de haut niveau, qui forcément devrait être rigoureux. Alors, j'ai des athlètes de haut niveau, hein, à un niveau olympique, qui quand même se font des plaisirs. Alors, quand je dis des plaisirs, ça va être des burgers, des glaces, des pizzas, enfin, tous les trucs qu'on pourrait ranger dans la catégorie des mauvais aliments. Ça les empêche pas d'être performants parce que 95% du temps, leur alimentation, elle est super clean, quoi. Donc, voilà, c'est se dire que l'équilibre alimentaire, c'est pas manger sain tout le temps, sain équilibré. D'ailleurs, justement, ce mot sain, moi, je l'aime pas trop parce que ça veut tout et rien dire. Mais c'est justement faire un jeu d'équilibriste pour avoir de tout au niveau énergétique, au niveau micronutritionnel et au niveau volume alimentaire. Je pense que c'est les trois éléments qui sont importants. D'où est venu ce besoin de transmission? Tu l'as dit très rapidement, tu t'es installé, tu as eu derrière donc la possibilité de donner des cours. C'était dans ton schéma tracé ou est-ce que c'est cette opportunité que tu as saisie? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu apprécies dans ce côté transmission? Là, tu es sur le côté professoral, je dirais. Ouais, bah comme je le disais tout à l'heure, j'ai tout de suite eu l'opportunité de donner des cours. C'est venu à moi tout de suite en fait. Donc il y a eu ce côté-là où en fait je me suis lancée dans le grand bain tout de suite. Et puis en fait je me suis vite heurtée à un problème où je me suis rendu compte que je pouvais pas aider tout le monde.
Tu vois, j'ai eu vite enfin, très vite, j'ai été pleine au niveau des consultations et je veux dire, bah, le temps, on peut pas l'élargir. Je peux pas prendre 50 heures de consultation par jour, c'est pas possible, quoi. Donc, je me suis vite heurtée au problème de, je ne peux pas aider tout le monde, comment faire? Et moi, l'information, je veux pas la garder que pour moi, tu vois. Je vois beaucoup de diététiciens qui se chamaillent. Alors, c'est peut-être pareil dans les autres corps de métier, mais je vois sur les réseaux sociaux des diètes qui bah, veulent pas donner trop de connaissances pour pas trop en dire ou qui veulent pas renvoyer des patients parce que ça fera un patient de moins pour eux. Moi, j'ai vraiment l'envie que chacun soit accompagné bah, de façon qualitative. Donc, à partir de ce moment-là, je veux pas garder mes connaissances pour moi. Je veux les donner au plus grand nombre, que ce soit bah, les pros de santé, du sport, mais aussi les athlètes, pour que chacun puisse avoir les clés. Et plus je diffuse l'information et mes connaissances, bah, plus en fait, j'arrive à mon objectif qui est de faire évoluer le sport, quoi. C'est pour ça que j'ai eu ce besoin de transmettre en me disant, bah, je vais pas essayer de donner mes informations à mon petit niveau, au petit nombre de sportifs que je vais avoir, mais je vais l'enseigner au plus grand nombre pour qu'après, ça fasse effet de levier et que chacun puisse accompagner au mieux ses sportifs. Tu vois, c'est un peu comme ça que c'est venu. Ta communauté sur les réseaux, tu l'as développée au même moment où tu as commencé à donner les cours, ou est-ce que ça s'est fait de façon décalée, l'un avant l'autre ou l'un après l'autre? J'ai créé mon compte Instagram, je crois que c'était à la fin de mes études. J'ai dû être diplômée en septembre et puis j'ai dû créer le compte en juillet, un truc comme ça. Et en fait, il s'est développé progressivement. Je pense que c'est le fait d'avoir été régulière et de m'être aussi formée sur l'aspect réseaux sociaux parce que c'est un métier c'est un vrai métier à part entière, les réseaux sociaux, hein. Mais ça s'est vraiment développé au fur et à mesure, avec parfois des périodes où je touchais plus de gens, je gagnais plus d'abonnés, d'autres où ça ralentissait un peu. Mais en fait, ces 3, 4 dernières années, ça s'est vraiment développé progressivement. Je dirais pas que c'est forcément les cours qui m'ont plus aidé à développer ça. Je dirais d'ailleurs dans le sens inverse, que c'est plutôt les réseaux sociaux qui m'ont ramené du monde pour les cours. Plutôt dans le sens-là. Quel apport peut avoir cette communauté sur ta pratique de ce métier de diététicien nutritionniste au quotidien? Est-ce que ça soulève des questions? Est-ce que ça remet en question de ton côté certaines pratiques? Est-ce que c'est la source de nouveaux questionnements pour toi? Ça me permet de me rendre compte des problématiques générales qu'il y a dans la nutrition sportive et dans le sport de façon générale. Donc, bien sûr, il y a des choses qui reviennent, des questions qui reviennent. Donc, je capte aussi les éléments qui sont pas forcément bien compris, les informations qui sont pas forcément bien véhiculées. Donc, moi, d'ailleurs, ça m'aide aussi à progresser parce que parfois j'ai des questions où j'ai pas la réponse parce que je sais pas tout et parce que je pourrais jamais prétendre tout savoir, c'est pas possible. Donc forcément, moi, ça m'aide aussi à évoluer et je vois un peu ça comme quelque chose de donnant-donnant. J'aide les gens à progresser et ils m'aident aussi à progresser parce que du coup, je me creuse un petit peu bah, la tête pour trouver des réponses à leurs questions. Et puis les réseaux sociaux, moi, j'aime bien les réseaux sociaux parce que je vois un peu ça comme comment on peut dire ça? Comme un jeu où on va tous un peu s'apporter quelque chose. Je trouve ça ludique. Ça peut vite être problématique, les réseaux, mais pour moi, ça ne l'est pas. Je fais en sorte que ça ne le devienne pas. C'est plutôt quelque chose que j'aime bien, qui me motive aussi. Le fait de partager un peu ma vie, mes entraînements, ça m'aide aussi à progresser dans mes disciplines sportives et à être meilleure. Je me rends compte que bah, par le sport, je peux, à mon petit niveau, motiver aussi un peu les gens. Donc c'est cool, quoi. Je motive les gens me motivent et en fait, bah, on se tire tous vers le haut, quoi. Entre les cours que tu donnes, les consultations au cabinet et l'alimentation donc de ces réseaux, tu trouves du temps quand même pour t'entraîner? Comment tu composes une journée ou une semaine dans ton emploi du temps? Ça a été dur de trouver justement le bon rythme. Pendant longtemps, c'est le sommeil qui sautait parce que je voulais tout caler et surtout je voulais tout faire trop vite. Ça aussi, c'est un truc. C'est en fait moi quand j'ai une idée, il faut que ça sorte le lendemain, mais c'est pas possible. Sauf que voilà, quand j'ai un truc en tête, j'ai que ça en tête et le problème c'est que j'ai 12 000 trucs en tête.
et je veux que tout soit fait dans la minute. Donc ça, je travaille sur moi depuis de longs mois pour changer ça, et ça va un petit peu mieux quand même. Mais tout simplement, je mets des priorités dans mes tâches. Là, j'ai décidé que cette année, la priorité, c'était l'entraînement, par exemple, et que j'y dérogerai pas, quoi. Qu'il y aurait aucun élément qui fera que je tiendrai pas mon planning d'entraînement, quoi. Donc, chaque semaine, moi, généralement, je fais mon planning à la semaine. Donc, tous les dimanches soirs, je cale mes entraînements dans mon agenda. Je cale mes créneaux de consulte bien à l'avance, hein, généralement 2 mois à l'avance, mais je m'arrange toujours pour que j'ai des demi-journées de libre. J'essaye de jamais faire une journée complète de consultation. Donc, ça arrive, hein, parce que des fois, je peux pas faire autrement. Mais en général, j'ai toujours des demi-journées pour soit m'entraîner, soit bosser sur d'autres choses. Et en fait, je fais un peu un Tetris dans mon agenda, par priorité et par couleur aussi, en fait. Généralement, je fais des couleurs pour les choses qui sont plus importantes. Mais voilà, d'abord l'entraînement, après forcément les consultations, mes projets aussi professionnels, et puis les réseaux sociaux. Et ça fait déjà pas mal de trucs. Mais voilà, j'essaye de prioriser les tâches, quoi. En gardant un bon sommeil, bien sûr. C'est ce que j'allais dire, en privilégiant quand même la récupération et le sommeil. Je me garde maintenant des temps pour moi qui sont dédiés à moi, et même pas à l'entraînement, en fait. Vraiment, limite maintenant dans mon emploi du temps, je me mets des créneaux off où je fais ce que je veux, hein. Je peux lire, faire un puzzle, dessiner, regarder la télé, bref, ce que je veux. Mais ce temps-là, pour moi, enfin, il est pour moi, quoi. Et il est en plus du reste. Donc ça, je m'oblige à le prendre. Chose que je faisais pas forcément avant, parce que, en général, moi, je bosse même le dimanche, même le soir. Maintenant, ça, je le fais plus. Et au final, je me rends compte que je suis plus efficace, que je dors mieux. Et même qu'en dormant plus, j'arrive à faire plus de choses la journée. Et du coup, c'est positif. Alors, sur un plan sportif, tu as dit, on axe donc l'entraînement comme priorité numéro un. Est-ce que tu auras des objectifs pour cette année 2023, ou plutôt 2024, si on se projette sur la prochaine année? Oui, alors du coup cette année, je me consacre vraiment au trail, et je pense pour les quelques années à venir, parce que j'aime vraiment bien cette discipline. Ça fait maintenant 3 bonnes années que j'expérimente le long, que ce soit en triathlon, que ce soit à vélo aussi. J'ai fait un peu d'ultra à vélo, et puis en trail cette année, j'ai fait un petit peu de long aussi, mais pas encore de l'ultra parce que ça s'est arrêté à 70 km. Mais je sais que moi j'aime ça, j'aime le long, j'aime me retrouver seule avec moi pendant de longues heures, donc je sais que c'est vers ça que je veux aller. Du coup, l'objectif 2024, il est simple, c'est mon premier 100 km, et je dirais même 140 km, parce que je fais la X Alpine de Verbier. Donc c'est 140 et 9300 de D+. Et avant ça, je pense qu'il y aura la Maxi Race en prépa, qui sera déjà plus que ce que j'ai déjà fait jusque-là. Mais voilà l'objectif de l'année, qui sera le 5 juillet 2024. Et sur un plan professionnel, est-ce qu'il y aura de nouvelles formations, de nombreuses consultations? Comment tu vois ton année 2024 sur un plan professionnel cette fois-ci? Alors, il y a un truc que je veux continuer à développer, que j'ai commencé à développer cette année, ce sont les stages Nutri-Sport. Donc cette année, j'ai proposé 3 stages Nutri-Trail, un stage Nutri-Bike et un stage Nutri-Zen. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux développer. Donc là, je vais proposer bientôt de nouvelles dates en mai 2024. Et puis, on aura sûrement pendant l'été. Ça, c'est une partie que j'aime bien, parce que je travaille vachement derrière mon ordi, que ce soit les consultations ou les formations. Et en fait, le fait d'avoir vraiment d'avoir partagé un moment avec les gens en physique, justement autour du sport et de la nutrition, qui sont mes deux passions, pardon. C'était génial. Donc ça, c'est quelque chose que je veux continuer à développer. À côté de ça, j'ai toujours les formations pour les pros de santé et du sport, que je continue de peaufiner chaque année, à mettre à jour, etc. Et autre chose que je vais lancer cette année, un de mes gros projets, parce que forcément il y a plein de petits projets annexes à côté, mais que je considère pas comme des projets majeurs. Un autre truc que je suis en train de mettre en place, ce sont des formations, mais cette fois à destination des sportifs, pour justement pouvoir prendre moins de consultations, parce que j'arrive pas à prendre, j'ai de plus en plus de demandes, et je peux plus prendre tout le monde en charge. Donc le fait de créer ces formations-là, ça permettra aux athlètes de pouvoir se former et d'appliquer après, toujours dans le même objectif, qui est de les rendre autonomes dans leur alimentation.
Alors moi, j'avais une dernière question, Nouchka, avant de conclure cet entretien, donc sur ton parcours, sur la nutrition qui est aujourd'hui donc ton cœur de métier. Dans ces temps off dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu pourrais nous indiquer un instant où tu es à côté de tes pompes? Qu'est-ce que tu aimes faire quand il n'y a pas de trail, d'alimentation et de cours donnés sur ces préceptes alimentaires? Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est très compliqué comme question parce que ma vie entière tourne autour de la nutrition et du sport et que j'ai pas beaucoup de moments en dehors de ça parce que même sur mes temps off, je vais regarder des reportages de sport ou des trucs de nutrition, quoi. Activité que j'aime bien faire, alors c'est peut-être un peu bête, mais j'adore faire des puzzles. C'est un truc qui me détend. J'avoue que comme faire enfin, certaines personnes vont aimer colorier ou dessiner. Moi, j'adore faire des puzzles. Je peux me perdre une après-midi en faisant ça. J'aime bien lire aussi. Et un truc que j'aime faire aussi, c'est jouer de la guitare. Voilà, trois trucs que j'aime bien faire qui n'ont aucun rapport du coup avec le sport et la nutrition. Alors Nouchka, si les auditeurs veulent te retrouver, venir à toi pour des questions autour de la nutrition ou demander une consultation, par quel moyen on peut te retrouver? Le meilleur moyen, c'est sur Instagram, c'est là où je suis la plus présente. Et après, toutes mes prestations sont dispo sur mon site internet. Mon site internet, c'est fourchettebasket.fr, tout simplement. Donc voilà les deux principaux lieux où vous pouvez me retrouver. En préambule de l'épisode tout à l'heure, tu as dit « c'est mon premier épisode sur À côté de mes pompes ». On peut l'annoncer aux auditeurs avec notre partenaire Happy Run, donc sur le podcast cette année. Clin d'œil à Leïla et Pascal. Tu interviendras prochainement sur des petites capsules, format beaucoup plus court qu'un épisode, donc grand format du vendredi. Ce sera l'œil de la diète et j'aurai plaisir de discuter avec toi sur des sujets qui là traiteront de la nutrition. Yes, et ça me fait super plaisir. Justement, on parlait des questions qui revenaient le plus souvent. Ce sera l'occasion de répondre à un bon nombre d'entre elles. On va inciter les auditeurs déjà à nous soumettre peut-être quelques questions pour alimenter les premiers épisodes. Mais comme tu l'as dit, je pense que des questionnements autour de ces habitudes alimentaires et de la performance, tout ça lié au sport, il y a moyen de tenir quelques dizaines de capsules. Sans problème, même quelques centaines, je pense. Eh bien, merci Nouchka de t'être livré sur un plan un petit peu plus personnel avec ce parcours lié à l'anorexie. Je te souhaite une très belle fin de journée et puis je te dis à très vite sur le podcast. Merci à toi et je te dis à très bientôt. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.